Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR de l'horreur. Et ce soir, nous allons parler de Jenna Jones. Encore une femme, puisque ma série sur les femmes n'est pas terminée encore. Voilà, c'est parti. Jenna Jones est née le 13 juillet 1950 dans l'une des villes les plus pauvres des États-Unis. Elle a été abandonnée malheureusement par ses parents biologiques et elle est adoptée par Dick et Gladys Jones. Elle restera cependant longtemps hantée par ce sentiment de ne pas avoir été aimée par ses vrais parents. On la connaît celle-là, malheureusement, dans cette série où les parents, pour la plupart, avaient des soucis avec l'alcool, la drogue, ou alors c'est un problème d'abandon très jeune dans la vie des criminels, malheureusement. On va revenir un peu en arrière. Et je tenais à préciser qu'en 1929 aux États-Unis, c'est la crise financière. Cependant, Dick Jones, donc le père adoptif de Jenna, dirige trois offices de paris sportifs qui pour le coup lui apportent un revenu très confortable. Donc la famille qui a adopté Jenna n'était pas une famille pauvre, au contraire ils avaient quand même pour l'époque, donc la crise, des revenus leur permettant de vivre de façon très aisée et de ne pas subir un peu le climat économique du pays. En décembre 1933, il épouse Gladys Léa Fowler qui devient donc Gladys Jones. Malheureusement, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants ensemble et se tournent vers l'adoption. Je pense qu'à ce moment-là aux États-Unis, malheureusement, il y avait beaucoup d'enfants à adopter car les parents n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins. De ce fait, ils adoptent ensemble 4 enfants. Lisa en 1943, Wiley en 1946, Jenin en 1950 et Travis en 1952. La famille habite dans une maison avec une piscine, un court de tennis, aménagé sur 3 hectares de terrain. Donc quand je vous dis qu'ils avaient des revenus très confortables, je pense qu'ils faisaient partie même des riches des États-Unis pour l'époque dans laquelle ils vivaient, quoi. Même si Dick, donc le père, travaille beaucoup, il fait en sorte d'assister tous les soirs au repas de famille. Donc on peut déjà voir que même si elle a été abandonnée par ses parents biologiques, elle est dans une famille qui a la possibilité de pouvoir subvenir à ses besoins, autant financièrement mais émotionnellement. Cependant, c'est compréhensible que malgré tout, la blessure émotionnelle de l'abandon de ses parents résonne énormément chez Jenna. Gladys, elle, est mère au foyer. Elle s'occupe de leurs enfants avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention et beaucoup de patience. Les années passent sans trop d'encombre jusqu'à ce que Dick décide d'acheter le Kit Kat qui à l'époque est un club et un restaurant de luxe. Malheureusement, les deux, donc le club et le restaurant, finissent par être un échec et la famille commence à rencontrer de sérieuses difficultés financières. En 1963, Dick décide de vendre le club parce que ça lui fait perdre beaucoup plus d'argent que ça lui en fait gagner et il ne veut pas, accentuer encore plus leurs difficultés financières parce qu'il a conscience qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille et il ne veut pas que le train de vie de ses enfants soit impacté par son travail ou par un manque
1966, Travis, âgé de 14 ans, se met en tête de construire une bombe artisanale qui malheureusement va lui exploser au village. Le garçon est transporté d'urgence à l'hôpital, mais il va succomber à ses blessures peu avant minuit. Encore une fois, c'est un coup très dur pour Jenen. Ça l'est pour toute la famille, on s'entend. Mais la personne dont elle était le plus proche, son petit frère finalement, avec lequel elle avait construit un lien fraternel assez fort, lui est arraché par un coup du sort. Mais si on ajoute à ça ses parents biologiques, c'est la troisième personne qui l'abandonne, même si bon, je pense que Travis aurait préféré que les choses se passent autrement, mais elle le voit comme un troisième abandon. Âgée de 16 ans finalement, elle salue la mémoire de son frère en achetant son propre bouquet de fleurs et retourne en classe l'après-midi des funérailles pour s'empêcher de sombrer. Jenen était qualifiée comme quelqu'un d'intelligente, douée de ses mains, promise à un grand avenir. Seul son caractère en fait laisse un peu à désirer. Elle se met rapidement en colère, pleure pour rien et se victimise facilement. Alors, on a quand même affaire à une adolescente de 16 ans qui, en plus d'avoir cette blessure émotionnelle d'avoir été abandonnée par ses parents, vient de perdre un frère. Je le dis souvent, mais la psychologie à l'époque, c'était pas vraiment quelque chose de vraiment discuté. Les gens essayaient de gérer leurs blessures émotionnelles seuls, en famille si possible. Mais si on avait fait voir un psychologue à Jenen, peut-être que les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. Malheureusement, elle va vite rentrer en conflit avec sa sœur Lisa. Et quand Lisa déménage, c'est vers sa mère qu'elle va se tourner. C'est avec sa mère qu'elle aura des conflits. Les relations avec son père sont plus tendres cependant et plus sereines. On voit qu'elle a un attachement particulier au sexe masculin. Elle était très proche de Travis. Avec son père, ça se passe bien, mais encore une fois, c'est une adolescente. À l'adolescence, les relations mère-fille sont délicates. J'ai eu des relations délicates avec ma mère à l'adolescence. On pourrait dire que c'est normal, mais le facteur deuil dans ça, dans la situation, a été, je pense, oublié, omis ou alors passé sous silence, tout simplement. En 1965, elle rentre au lycée, mais elle est considérée comme une fouteuse de troubles, faisant tout pour se faire remarquer, et elle apprend à mentir pour attirer l'attention. En 1968, son père, donc Dick, est hospitalisé, mais il refuse de se soigner. J'ai pas vraiment trouvé de raison pourquoi. Je ne pense pas que ce soit d'un point de vue financier. Quoi qu'il arrive, il refuse tout traitement et finit par décéder dans leur maison. Quelques jours plus tard, Jenen annonce vouloir se marier avec Jimmy Delany, un camarade de lycée. Elle n'a que 17 ans à l'époque. Gladys conseille sa fille d'attendre quand même l'obtention de son diplôme pour pouvoir après trouver un travail et vivre sa vie de femme mariée en quelque sorte. Après de nombreuses violentes disputes qui forcent Gladys à se mettre à boire, Jenen accepte de se marier une fois son diplôme obtenu. Ils se sont mariés le 15 juin et s'installent dans un bungalow sur la propriété familiale, donc elle ne quitte pas vraiment sa famille, elle reste proche d'eux. Et en même temps, à 18 ans, c'est délicat quand même de quitter sa famille et de vivre sa vie de son côté. Je pense qu'il y a encore un besoin de supervision en quelque sorte, ou tout simplement financièrement elle n'était pas encore établie et son mari non plus, donc ils avaient besoin d'un soutien financier.
s'engage dans la marine 7 mois après leur mariage. Quand il rentre, il apprend que sa femme a une liaison, l'un de ses amants étant le meilleur ami de son mari. Rien qui va. La mère de Jenen, Gladys, pousse sa fille à trouver un emploi et l'aide financièrement pour s'inscrire dans une école de beauté dans le but de devenir esthéticienne. Donc, malgré les relations tendues entre Jenen et sa mère, Gladys reste quand même un soutien envers sa fille financièrement et aussi la motive à, voilà, à gagner son propre argent, ce qui je pense est plutôt chouette. À la fin de ses études, Jenen rejoint son mari, alors enceinte de 5 mois. Le 29 juin 1972 naît Robert Edward Delany. Mais peu de temps après, elle va prendre son fils et quitter le domicile familial sans laisser de mots à son mari. Le 10 août, elle demande le divorce pour cruauté morale et physique avant d'annuler sa demande et de retourner vivre avec lui. Elle trouve un emploi d'esthéticienne, mais en février 1974, elle perd son emploi et elle demande à nouveau le divorce. La même année, son frère Wiley décède d'un cancer à l'âge de 28 ans. Donc là, on a un cinquième abandon, en quelque sorte, puisque il y a ses parents biologiques, son frère Travis, Dick et maintenant Wiley. La vie de Jenen, malheureusement, est remplie de décès, de deuil. Et je pense que, encore une fois, si la psychologie avait été plus mise en avant à l'époque, elle aurait réussi à s'en sortir sans tout ce qui va se passer après, quoi. En 1975, elle est de nouveau enceinte sans savoir si le bébé est de son mari ou de Keith Martin, un homosexuel qu'elle a rencontré au salon de beauté et avec lequel elle se fiance. Au même moment, elle en a un peu marre de l'esthétique et elle va commencer à s'intéresser à la médecine. En 1976, elle fait une esclante dans un magasin où travaille Keith et rompt leur fiançailles. Elle s'inscrit à ce moment-là à l'école d'infirmière pour devenir aide-infirmière. Donc bon, malgré tout, elle tente de rebondir et de suivre ce qu'elle a envie finalement. Le 20 mai, enceinte de 7 mois, elle est diplômée avec mention. Donc encore une fois, c'est une jeune femme qui est vraiment intelligente. J'ai pas souvenir d'avoir lu quoi que ce soit sur son QI ou sur son degré d'intelligence, mais quand elle entreprend quelque chose, elle y arrive. Malheureusement, je dirais. Le 17 juillet, elle donne naissance à Crystal et la confie à sa mère, alors âgée de 70 ans. En 1977, elle va commencer à travailler à l'hôpital aux soins intensifs en cardiologie. Malgré son dynamisme et sa volonté, elle est renvoyée 8 mois plus tard à la suite d'une plainte d'une patiente. Le 30 octobre, elle est engagée dans un autre hôpital en soins intensifs au service pédiatrie, donc elle va travailler avec des enfants. Et comble de la surprise, tout va très bien se passer avec son équipe, avec ses collègues. Ils la reconnaissent comme quelqu'un d'enthousiaste. Elle a de très bonnes connaissances dans son métier et elle a une belle habilité à faire son travail. Donc pour le coup, voilà, ça semble mieux se passer. Son caractère n'est pas remis en cause, le fameux caractère colérique, victimisant. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Très rapidement, pour les parents des enfants, elle représente une infirmière aimée, toujours compréhensive et prévenante. Donc je pense qu'en tant que parent, quand déjà on a son enfant malade à l'hôpital, avoir une infirmière qui
plaint que les internes ne l'écoutent pas, ne la suivent pas dans ses déductions, dans ses conseils, dans ses diagnostics. Encore une fois, même si elle est très intelligente, elle est aide infirmière, donc il y a certains savoirs qu'elle n'a pas comparé aux médecins. Diagnostiquer une maladie, c'est pas vraiment dans ses cordes finalement. Début 1981, elle souhaite s'occuper des cas les plus graves. Au mois de mai, elle appelle les parents de Christopher James pour leur annoncer malheureusement son décès, étant né avec une malformation cardiaque. Elle omet cependant de leur dire qu'elle avait oublié de monter les barrières du lit et que le garçon en fait a tout simplement roulé et est tombé au sol. On parle d'un nourrisson. Malheureusement ça pardonne pas, disons. Et malheureusement la mort de Christopher sera la première d'une très longue série. Alors j'ai pas tout mis parce que ça aurait été beaucoup trop long. Si vous voulez avoir tous les détails de toutes les victimes, je vous laisse regarder sur internet. J'en ai sélectionné quelques-unes pour que vous puissiez comprendre son mode opératoire finalement. Mais voilà, la liste est non exhaustive dans cette vidéo. Patricia Zambrano, admise pour des convulsions à la suite d'un vaccin, décède le soir même d'un arrêt cardiaque. Elle avait 3 mois. Paul Villarreal, opéré à la tête, décède d'une convulsion le lendemain dû à un problème de coagulation. Il avait 4 mois. Rosemary, opérée du cœur, est prise de convulsions, puis léthargie. Malheureusement, elle ne survivra pas. Elle avait 2 ans. Placida Ibarra entre à l'hôpital elle aussi pour des problèmes cardiaques, mais n'en ressortira pas. José Antonio Flores est admis pour fièvre, diarrhée et déshydratation. Il fait un arrêt cardiaque et malheureusement perd beaucoup de sang. Il décède âgé seulement de 6 mois. Albert Garza, atteint de trisomie 21 et âgé de 3 mois, fait une hémorragie. Les médecins arrivent à le sauver de justesse. À ce stade, le taux de mortalité est trop suspect et la direction met en place une enquête. Joshua Sawyer est admis à l'hôpital pour des convulsions. Jenen va annoncer aux parents qu'il sera handicapé mental s'il survit. Le petit va décéder étrangement à l'âge de 11 mois. À ce moment-là, il y a un docteur qui devient suspicieux, Robotham, et il demande à une infirmière de confiance de surveiller Jenen. Doraelia Rios est admise souffrant d'une inflammation de la membrane interne, mais finit par décéder le lendemain d'un arrêt cardiaque à l'âge de 2 ans. Tous les enfants finalement qui entrent en contact avec Jenen, malgré la gravité de leur condition, de leur maladie, décèdent automatiquement. Les chirurgiens un jour vont faire admettre Patrick Zavala de 4 mois, opéré à cœur ouvert à l'hôpital. Il se rétablit bien, mais 2 heures plus tard, son état s'aggrave. Jenen appelle le docteur Edward, mais il n'arrivera pas à le réanimer. Suite à cette mort-là, la direction lance une nouvelle enquête et tout semble accuser Jenen, mais au lieu de la renvoyer, il réorganise le service afin d'éviter un procès. Jenen finira par donner sa démission et part avec une lettre de recommandation de l'hôpital. Alors, laissez-moi juste poser ça 2 secondes, quoi. Malheureusement, parce que ça m'a paru quand même bizarre cette histoire de vous avez tout qui pointe sur une personne de votre équipe et au lieu de la renvoyer, vous la déplacez dans un autre service et en plus quand elle parle, vous lui donnez une lettre de recommandation. What the fuck, si je peux me permettre. Et il
s'avère que ce n'est pas la première fois, la seule fois que c'est arrivé. Les hôpitaux aux États-Unis sont en compétition finalement. Comme il n'y a pas de vrai système de santé qui les relie, c'est presque des entreprises individuelles. Super. Et donc, j'ai trouvé ça horrible, c'est que d'une ils ont caché ça sous le tapis parce que bon bah après, les enfants qui avaient été accueillis dans l'hôpital étaient très très malades, donc qu'ils décèdent comme ça, les parents n'ont pas forcément, comment dire, cherché la petite bête, ils savaient que leur enfant était malade. L'enfant est malheureusement décédé. Ils n'en ont pas fait une histoire. S'ils avaient été en pleine santé là par contre ça aurait été problématique. Mais d'une ils ont caché ça sous le tapis pour éviter les procès. Donc oui, c'est dégueulasse. Mais surtout c'est que ils auraient pu prévenir en fait. Prévenir une haute autorité. Sauf que elle n'existe pas cette haute autorité. Et ils n'allaient pas appeler tous les hôpitaux du pays pour leur dire attention, si cette personne se présente chez vous, ne l'embauchez pas parce que blablabla, parce que d'une ça aurait été cracher le morceau, avouer un secret, et c'était pas top. Mais surtout c'est qu'encore une fois les hôpitaux sont en compétition, donc en plus de savoir qu'elle tuait finalement des patients, ils l'ont laissé partir avec une lettre de recommandation pour que bah, potentiellement elle se rende dans un autre hôpital, qu'il l'embauche parce que ouais cet hôpital, même si c'est mon concurrent, dit que bah, c'est une super infirmière, elle fait super bien son travail, et pour qu'elle recommence les mêmes sévices dans un autre hôpital qui peut-être lui fera faillite parce qu'ils n'auront pas réussi à cacher le truc. Enfin, vous vous rendez compte à quel point c'est d'une grave, de ignoble de faire ça. On parle de la vie de personnes. Et aux États-Unis, c'est pas la première fois que c'est arrivé. Il y a un documentaire sur Netflix, je crois. C'est un homme médecin. Alors j'ai pas retenu pardon, le nom du documentaire. Mais aux États-Unis, c'est pas la première fois que ça se produit ce genre de situation. Parce que il y a une haute autorité en quelque sorte, mais les hôpitaux sont en compétition les uns contre les autres. Donc ils envoient le mouton gâteux dans l'autre hôpital en espérant que bah, y aura faillite à cause de ce mouton gâteux. C'est ignoble. On parle quand même de la vie d'enfants innocents, des familles détruites. Enfin voilà. Vous voulez toujours vivre aux États-Unis, je vous le conseille pas franchement. Attendez, je reprends mes notes. Voilà. Janine va accepter l'offre de Kathleen Holland, l'un des médecins qui l'avait défendu à l'hôpital. Kathleen souhaite avoir son propre cabinet et elle avait besoin d'une infirmière. Elle pensait faire le bon choix en engageant Janine. Et c'est reparti. Chelsea Ann McClellan est la première patiente du docteur Holland. L'enfant montre des symptômes de la membrane hyaline. Pendant que le docteur discute avec les parents, Janine distrait la petite fille. Quelques minutes plus tard, elle appelle le docteur. La petite fille est inconsciente avec un masque à oxygène sur le visage et est prise de convulsions. Après une injection d'anticonvulsifs, la petite est hospitalisée une dizaine de jours et va s'en sortir. Mais quand même, les parents, convaincus que le docteur et l'infirmière ont sauvé la vie de leur fille, n'hésitent pas à les recommander à tout le monde. Malheureusement, Brady, âgée d'1 mois, est amenée au cabinet pour cause de sang dans les selles et de diarrhée. À peine examinée, elle arrête de respirer. Les urgences sont appelées et la petite fille est sauvée de justesse. Plus tard, le docteur Holland va faire transférer Jimmy Parson de 7 ans à l'hôpital en hélicoptère. Durant le trajet, Jenny lui injecte un produit avant que l'infirmier Mayroth eut le temps de l'arrêter. Quelques secondes plus tard, le
petit devient bleu et ne respire plus. Mayworth lui fait du bouche à bouche jusqu'à l'atterrissage et il est sauvé de justesse. Donc là, elle s'est fait cramer, voilà. Sachez-le, elle s'est fait cramer. Quelque temps plus tard, Misty Shane Rationaux est admise à 21 mois la bouche remplie d'aftes. Le docteur Holland suspecte une méningite et laisse la petite à Jennine le temps de remplir le formulaire avec les parents. L'infirmière s'empare d'une seringue et lui injecte des antibiotiques. Inconsciente, le docteur l'intube et appelle l'ambulance. Elle est également sauvée de justesse. La petite Chelsea, vous vous souvenez là, dont les parents ont recommandé le cabinet à tout le monde, est de retour au cabinet pour un examen de contrôle. Le docteur Holland va proposer à la mère de la vacciner contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Jennine va lui injecter la préparation dans la cuisse. Presque aussitôt, la petite arrête de respirer et devient bleue. Elle appelle les urgences immédiatement. Jennine monte dans l'ambulance suivie par le docteur et les parents en voiture derrière l'ambulance. Au bout de 12 km, la petite fait un arrêt cardiaque et malgré 20 minutes de massage, elle n'a pas survécu. Je vous passe encore une fois la liste de toutes les victimes parce que ce serait vraiment beaucoup trop long. Mais vous voyez que d'une, c'est que les enfants, bizarrement, mais surtout c'est que à chaque fois, surtout depuis qu'elle est au cabinet, il y a une question d'injection en fait. Il y a une injection qui est faite à ces enfants qui les amène à presque mourir, voire à mourir. Après plusieurs mois, une nouvelle enquête est menée et le verdict tombe. Le cabinet du docteur Holland et donc l'hôpital ont une tueuse d'enfants sur les bras. L'hôpital le savait déjà, juste ils ont couvert le truc quoi, mais bon, ils ont fait les étonnés. Elle utilisait en fait des injections d'héparine et plus tard de alors ça va être compliqué, succinylcholine. Je vous l'écris là parce que pour tuer les bébés. Elle aurait commis entre 11 à 46 meurtres. C'est énorme. Un tueur en série généralement fait 3-4 victimes avant d'être arrêté. Dans les cas les plus extrêmes, on est à 10 victimes. Voilà, on est à 10 victimes. Là, on est entre 11 et 46. C'est monstrueux. Et malheureusement, je suis désolée de l'admettre, mais c'est une preuve de son intelligence. Bon, hormis l'hôpital qui aurait pu la dénoncer depuis longtemps et elle aurait pu se faire coffrer, on s'entend. Elle a fait ça intelligemment. Elle n'a pas choisi des patients en bonne santé. Elle a choisi de s'en prendre à des enfants donc qui étaient faibles et sans défense. Elle s'est accopinée avec les parents pour se faire passer vraiment pour un petit ange gardien qui prendrait soin de leurs enfants. Donc jamais aucun parent n'a douté d'elle. Et c'était des enfants déjà très malades. Donc leur décès, bien que douloureux pour la famille, n'était presque pas une surprise finalement parce qu'ils savaient que leur enfant avait une pathologie mettant leur jour en péril. C'est horrible de dire ça, mais c'est du génie. Malheureusement, c'est du génie. Elle est considérée comme une psychopathe classique avec grande proportion au mensonge, ayant un syndrome du héros par procuration. Alors, avant d'écrire cette vidéo, je connaissais le Munchausen par procuration. Le plus connu étant Gypsy Rose. Le Munchausen, alors encore une fois, ne m'en voulez pas si c'est pas exact au mot près du dictionnaire, mais de ce que j'ai compris, c'est
Le Munchausen par procuration, ce sont des mères ou des pères qui rendent leurs enfants volontairement malades pour qu'on s'apitoie sur leur sort. Voilà. Par contre, le syndrome du héros par procuration, c'est-à-dire d'être la personne qui sauve l'enfant, je comprends pas, sachant tous les enfants morts dans ses mains, j'ai du mal à comprendre comment ils ont attribué ça au syndrome du héros par procuration. Mais je connaissais Munchausen par procuration, héros par procuration, je connaissais pas. En 1985, elle va être condamnée à la prison à perpétuité. À ce jour, au moment où cette vidéo est tournée et publiée, elle est encore en vie, elle purge encore sa peine et elle est âgée de 72 ans. 73 puisqu'elle est née en 50. 73 ans donc. Mais voilà. Comment vous dire? Quand j'ai découvert le cas de Janine Jones, au début, franchement au début je me suis dit dès qu'à l'hôpital ils ont compris qu'il y avait anguille sous roche, ils ont fait quelque chose. Mais non, en fait, ils ont rien fait. Encore une fois, ils lui ont fait une lettre de recommandation et ils ont passé ça sous le tapis. Et la preuve qu'elle est quand même manipulatrice à souhait, c'est que le docteur Hollande l'a cru, l'a défendu, et quand elle a ouvert son cabinet, elle l'a récupéré avec elle finalement. Elle a réussi à manipuler un docteur. Et c'est là où je vous dis qu'elle est intelligente, parce que si les docteurs, ceux qui l'accusaient, n'arrivaient pas à mettre le doigt sur ce qui se passait réellement et comment elle s'y prenait, c'est qu'elle était très très loin d'être bête. Enfin, elle est, excusez-moi, elle est encore en vie, elle est très loin d'être bête, cette Madame Jones. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez le cas. Encore une fois, sur internet vous trouverez une liste beaucoup plus complète de ces victimes et des pathologies qu'ils avaient. J'ai pas tout inclus parce qu'encore une fois, entre 11 à 46, je crois que j'en ai trouvé une trentaine de... donc je les ai pas tous mis parce que ça aurait été beaucoup trop long. Et puis au bout d'un moment, le processus est relativement le même. Ce sont des enfants qui sont admis avec des pathologies très importantes. Ils sont laissés aux soins de Janine et ils finissent par décéder malheureusement. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et nous on se retrouve très vite